monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Cartes sur table, mardi 21h, 23h. Nous sommes évidemment le 7 décembre 2021. C'est donc Cartes sur table. Nous allons spécialement ce soir ouvrir un pan sur l'économie nationale, sur la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat. Une structure, une institution qui, évidemment, célèbre son centenaire cette année. Et un ensemble d'activités sont organisées donc autour de cet événement-là. Nous avons choisi d'essayer de rentrer au cœur de la Chambre, faire son historique, comprendre son environnement présent et davantage fixer le cap vers l'avenir dans cet environnement, comme on le sait, marqué par un certain nombre de crises sur le plan socio-économique, politique et même sécuritaire. Quel rôle peut jouer la Chambre de commerce aujourd'hui? La Chambre de commerce, hier, aujourd'hui ou demain, on peut le résumer ainsi. À quoi peut-on s'attendre sur la base donc de son histoire? Ce soir, nous avons trois panélistes pour nous accompagner dans cette réflexion davantage didactique, loin du débat classique qu'on a sur cette antenne assez souvent dans le cadre de cette émission. On a donc d'abord d'entrée, je le présente, le docteur Foulefak Tsamo. Il est enseignant à l'université de Tchang, entre autres, un enseignant des universités camerounaises, un historien. Il a beaucoup travaillé, ça a quand même fait l'objet de sa thèse, sur les chambres consulaires au Cameroun. Donc c'est dire qu'il va certainement apporter son expertise pour nous égayer dans cette émission. Bonsoir, prof. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir aux différents téléspectateurs de l'émission Cartes sur table. Je vais vous dire merci, ainsi qu'à la Chambre de commerce d'avoir bien voulu m'associer à ce panel qui va se pencher sur l'histoire des 100 ans de l'Assemblée consulaire. Merci de m'avoir invité une fois de plus. D'un enseignant à un autre, d'un expert à un autre, le professeur Pierre Alaka qu'on ne présente plus sur nos plateaux et même d'autres, expert des questions fiscalistes, analyste de la situation socio-politique, de l'environnement et même économique du pays. Le docteur Alaka a également gentiment accepté d'être des nôtres ce soir pour nous éclairer sur les questions de cet environnement industriel, commercial et autres. Bonsoir, prof. Bonsoir, député Tongo, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Très honoré, hein, prof. Une autre figure assez parlante des questions économiques, mais également politiques. Je ne vais pas dévoiler qu'il est maire de Bazou, une localité du pays. Bon, mais je l'ai dit. Hein. Frédéric Djoron, bonsoir. Bonsoir, monsieur député Tongo. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la Chambre de commerce dans le cadre des manifestations de notre centenaire. Je pense que, je crois qu'au sorti d'ici, on connaîtra un peu mieux la Chambre de commerce. Telle est notre démarche. Nous sommes très honorés de ce que vous avez accepté d'être là ce soir pour évidemment éclairer nos téléspectateurs. Je précise que vous êtes président de la section prestation de services. Vous êtes président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, par ailleurs également de la Chambre de commerce. Donc vous avez également une connaissance, une expertise sur ces questions, notamment dans le rôle de cette institution dans l'environnement économique du pays. On va prendre la transition et on revient juste derrière pour 2 heures de débat au cœur de la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. Alors, docteur Tsamo, je commence peut-être avec vous, hein, pour, en quelques mots, essayer de comprendre l'historique de la Chambre de commerce. Comment est-ce qu'elle est née au Cameroun? Quel est son parcours? Évidemment, probablement, c'est un fort dans l'histoire pour qu'on en soit aujourd'hui à célébrer le centenaire. Ça doit être même un événement rare dans les institutions camerounaises, hein, peut-être même économique aussi. Prof. Alors, merci pour cette question. Je dois dire que ce serait extrêmement fastidieux et suffisamment long de revenir sur tout le parcours de l'histoire de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat d'aujourd'hui.
Mais pour davantage comprendre comment en sommes-nous arrivés au centenaire célébré aujourd'hui, il faut remonter à la période coloniale, la période sous protectorat allemand, et un peu plus d'ailleurs, parce qu'il faut dire que le Cameroun d'aujourd'hui est en quelque sorte la volonté des milieux d'affaires allemands en situation précoloniale, il faut le dire déjà comme ça, parce que dans la période qui va précéder la signature de ce que nous connaissons au Cameroun comme le traité germano-douala du 12 juillet 1884, qui en quelque sorte aujourd'hui constitue ce qu'on pourrait appeler une sorte d'acte de naissance coloniale du Cameroun d'aujourd'hui. Dans cette perspective-là, il y a un homme d'affaires allemand qui s'est illustré en la personne d'Adolf Obermann. Qui est Adolf Obermann? Adolf Obermann était à cette période-là le président de la Chambre de commerce de Hambourg. Il était par ailleurs député au Reichstag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Et c'est un homme d'affaires qui est installé au Cameroun depuis 1862, qui a estimé à travers sa firme, la Worldman Lini, installée au Cameroun, que le Cameroun avait des potentialités énormes pour l'économie allemande. Une économie qui, autour des années 1871, l'Allemagne sort de la guerre contre la France, la guerre qu'on appelle la guerre prussienne, franco-prusse, au cours de laquelle l'Allemagne a beaucoup dépensé. Et donc, Adolf Obermann pense que c'est l'opportunité pour l'Allemagne, dans ce contexte où la France, la Grande-Bretagne et les autres puissances se jettent à la colonisation de l'Afrique. Donc, Adolf Obermann estime que c'est une opportunité à saisir pour l'économie allemande. C'est pour ça qu'il conseille le chancelier Otto von Bismarck, qui était très réticent, étant donné que l'Allemagne s'est beaucoup investi financièrement pendant la guerre, qui était très réticent à financer encore la conquête des colonies. Donc, c'est lui qui va convaincre le chancelier Otto von Bismarck à lancer l'Allemagne à la conquête des colonies. Et c'est ce qu'on a appelé souvent, les historiens le savent, tous ceux qui ont fait un peu d'histoire au secondaire, peut-être dans le supérieur, le savent, ils ont souvent entendu parler du revirement de Bismarck. Le revirement de Bismarck est lié au fait que le président de la Chambre de commerce d'Hambourg, qui est son ami et qui est député, parce qu'il a les intérêts au Cameroun, a estimé que ça pourrait apporter quelque chose d'important. Et donc, vous verrez que le traité germano-douala est signé entre les représentants des firmes Obermann, c'est-à-dire Edward Smith, qui est le représentant de la firme Johnson Untermalen, qui est une autre représentation de la Chambre de commerce de Hambourg au Cameroun, et puis Edward Obermann, qui est le frère cadet d'Adolf Obermann. Donc, c'est là la trame de la naissance du Cameroun même, c'est-à-dire que qui porte un sceau consulaire, qui porte une identité consulaire. Parce que c'est important de le savoir que le rôle que les assemblées consulaires ont joué dans la mise en place de ce qu'on a appelé le protectorat allemand au Cameroun. Mais bien évidemment, dès que le contrat ou l'ensemble des contrats qui ont été signés entre ces hommes d'affaires en attendant l'arrivée de Nachtigal au Cameroun, dès que ces contrats ont été signés, il y a eu ce qu'on a appelé la toute première chambre consulaire, parce qu'il est important de savoir que la toute première chambre consulaire du Cameroun s'appelle la Chambre de commerce de Kribi. Et elle est créée à Kribi aux alentours de 1893. Et c'est cette première chambre consulaire-là qui a servi, qui a structuré effectivement l'économie allemande au Cameroun pendant cette période. Et malheureusement, elle va disparaître avec le départ des Allemands du Cameroun, c'est-à-dire en 1916. Les Allemands ont perdu la guerre, les Allemands doivent quitter le Cameroun. Évidemment, toutes les structures sont déconstruites, on peut le dire, merci pour le mot. Toutes les structures sont emportées avec le protectorat allemand. Il faut donc attendre
Il faut donc attendre, et c'est ce que nous avons appelé le rétablissement de l'institution consulaire au Cameroun. Il faut attendre l'année 1921, c'est-à-dire le 22 juillet 1921, pour qu'il y ait ce qu'on appelait le rétablissement de la chambre consulaire. C'est-à-dire là, nous sommes en période française, c'est-à-dire nous sommes dorénavant sous le mandat français. Donc, et ça, l'arrêté du 22 juillet 1921 qui consacre la création de la nouvelle chambre consulaire qui s'appelle la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Parce que c'est important de savoir que le mouvement consulaire au Cameroun, dès le début, était unifié. Donc au départ, il n'y a pas deux assemblées consulaires comme on peut le voir aujourd'hui. C'est une seule chambre qui s'appelle la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Cameroun. Voilà, c'est d'abord de doigt là. Vous faites bien de dire que désormais il y a une chambre d'agriculture qui est distincte de la chambre de commerce, de l'industrie et autres. Tout à fait, et c'est dans le processus, parce que là encore c'est extrêmement intéressant. C'est toute une longue histoire qui aboutit à la scission de la chambre mère, parce que ce qu'il convient de relever, c'est que dans la longue traversée, la longue trajectoire, la marche qu'a connue l'institution consulaire, il y aura à un moment donné, avec ce que la Deuxième Guerre mondiale a procuré auprès des Africains en général, des Camerounais également, une sorte d'émancipation. L'émancipation n'a pas été seulement une émancipation politique, elle a également été une émancipation économique, parce qu'au sein de la chambre mère, qui est la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, il y a des velléités de la part des Camerounais qui sont suffisamment, qui, depuis la création de l'institution, ont été suffisamment marginalisés et qui souhaitent dorénavant avoir un peu plus place, voix au chapitre. Nous sommes dans un contexte, je pourrais revenir si vous voulez, nous sommes dans un contexte bien précis où, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, à travers la conférence de Brazzaville, a donné un certain nombre d'ouverture aux peuples africains, à ce qu'on peut appeler les territoires coloniaux, parce que pour le Cameroun, vous savez, il y a un débat juridique sur le statut du Cameroun. C'était un mandat, c'était un protectorat, mandat, tutelle, et donc même si en théorie c'est cela, mais sur le plan de la pratique, on sait tous que le Cameroun appartient au grand empire colonial français, donc, qui est géré comme tous les autres territoires français d'Afrique. Donc il y a tout un débat au sein de la Chambre de commerce à partir de la fin de 1944, avec l'émergence sur la scène publique des syndicats, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, et plus tard on a l'UPC qui arrive, et donc l'environnement est propice à plusieurs revendications, y compris celles des Camerounais qui sont membres de l'institution consulaire depuis un certain moment et qui souhaitent, qui aspirent à avoir un peu plus de liberté. J'ai fait un article sur les frontières raciales au sein de la Chambre de commerce, parce qu'il faut le dire, au sein de la Chambre de commerce, il y avait beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières, c'est quand même le patronat français qui tient l'institution à plus de 90%. Donc la part dérisoire, elle est celle des Camerounais. Et c'est donc à travers cette marche-là qu'on va peut-être arriver le 12 décembre 1955 à la scission qui aboutit donc à la création de deux institutions consulaires, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre d'agriculture, de l'élevage et des forêts, qui aujourd'hui ont pris d'autres dénominations également. Là, on pourra peut-être y revenir plus tard. Merci infiniment pour cette première entrée dans l'architecture de la Chambre de commerce. Frédéric, avez-vous peut-être, on va essayer de voir la Chambre de commerce telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa structuration, dans son organisation, dans ses missions. Qu'est-ce que la Chambre de commerce en 2021 ? Merci, monsieur député Tongo, de me passer la parole pour parler un peu de cette institution qui, vous venez de suivre un peu les fondements historiques, comment on arrive à la Chambre de commerce. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la Chambre de commerce comprend 4 sections. D'accord. On a une section commerce, une section d'industrie, une section prestation de services, et une section artisanat. Et cette chambre de commerce est supposée représenter, j'allais dire, ce que nous appelons les ressortissants. C'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits, et ça, je pense que M. Alaka pourra nous le confirmer, tous ceux qui sont inscrits sur la liste de contribuables qui payent une patente sont considérés comme étant des ressortissants de la chambre de commerce. C'est théorique ou c'est pratique ? C'est pratique. D'accord. Même si
ça ne vous donne pas une obligation d'y rester seulement. Vous pouvez appartenir à d'autres organisations. Ok. Mais tel que c'est Donc, conçu, en fait, ce que je voulais comprendre, c'est systématique. c'est systématique. Donc, à partir de la patente, on sait que vous êtes Ressortissant orienté. de la Chambre de commerce. D'accord. Et donc, c'est pour cela que nous avons donc ces 4 sections. Et ces sections sont appelées à représenter, à promouvoir les activités des différents ressortissants qui constituent la Chambre de commerce. Aujourd'hui, la Chambre de commerce, si on reprend un peu l'histoire de la Chambre de commerce, vous verrez donc qu'elle aura muté. On partira de la phase postcoloniale, comme disait le professeur tout à l'heure, où on aura affaire à la formation, la promotion du patronat camerounais. L'État va s'employer à faire en sorte que, après la colonisation, que les Camerounais s'intéressent aux affaires, qu'ils prennent leurs affaires en main, et toute une politique de promotion est mise en place pour faire en sorte que les Camerounais s'illustrent et arrivent à remplacer, pour ne pas dire challenger, les Vous voulez conforter l'idée selon laquelle l'État ou le gouvernement a fabriqué. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, parce que ça n'aurait pas pu être autrement. Dans la mesure où nous partons, on arrive à l'indépendance, la plupart des Camerounais sont plus ou moins des employés de ces patrons-là. Donc il a bien fallu à un moment ou un autre qu'une politique, je ne dirais pas de discrimination positive, mais tout presque, qui fasse en sorte que l'État puisse soutenir une partie des Camerounais qui se distinguaient, pour que nous puissions arriver à former une sorte de patronat camerounais, et ensuite, qui au départ d'ailleurs, comme on a dit, est beaucoup plus dans le commerce, dans l'agriculture. Après, on va progressivement passer dans l'industrie, les services, et vous comprenez tout de suite que la Chambre de commerce peut se retrouver un peu à l'étroite. Elle n'est plus en mesure peut-être de représenter les intérêts de toutes les entreprises qui s'illustrent sur la place, et on verra donc naître des syndicats qui auront certainement des buts assez spécifiques, Comme le GCAM. comme le GCAM, comme ECAM, MECAM, et ainsi de suite. Et tout ça pour que tout ça concourt à faire en sorte que le patronat camerounais soit représenté et puisse faire un plaidoyer auprès du gouvernement, afin que les aspirations, les requêtes, les demandes de ces opérateurs puissent être prises en compte pour que l'économie camerounaise se développe. D'accord. Voilà en substance un peu comment les choses se sont présentées. Nous verrons donc après cette phase-là, on va arriver à une autre phase où la Chambre de commerce va s'intéresser beaucoup plus à la formation. D'accord. Non seulement de cette élite économique qui se met en place, et en plus on passera même, c'est le cas en ce moment aujourd'hui, à la formation du personnel de ces entreprises à travers un certain nombre de programmes dont on aura certainement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc les axes stratégiques se sont mis en place en fonction du contexte et en répondant aux aspirations du patronat, de l'élite d'affaires sur place. Justement, professeur Alaka, Frédéric Dion vient d'ouvrir une brèche. Celle de savoir, dans notre contexte aujourd'hui, avec ces différents syndicats, patrons notamment, quelle est la place de la Chambre de commerce dans l'environnement économique camerounais? Je dis qu'on a tendance à d'abord penser au GCAM, on se dit ce sont les grands patrons, c'est eux qui détiennent l'économie. On a tendance à se dire, bon, les plus petits, les PME là, c'est APCAM, ECAM, se retrouvent. Mais la Chambre de commerce, on l'entend peut-être très peu, elle n'est pas peut-être assez bouillante. C'est vrai, on la voit souvent dans ses partenariats économiques. J'ai vu la Turquie, je vois la Tunisie, je vois... Mais est-ce qu'on pourrait un peu nous situer véritablement dans sa place, dans l'environnement économique, parmi tous ces acteurs? Écoutez, député Ntongo, les chambres consulaires dans tous les pays du monde sont des agences de développement du territoire. Ce sont les premiers conseillers économiques de l'État. Ce sont à la vérité ceux-là même qui permettent à un pays de former des citoyens, de leur donner du travail. C'est ça le rôle d'une chambre comme la Chambre de commerce du Cameroun. Vous avez parlé du GCAM tout à l'heure. Le GCAM, c'est un regroupement
d'hommes d'affaires qui défendent leurs intérêts. Mais la Chambre de commerce est là pour défendre les intérêts de la République, les intérêts économiques de l'État, voilà son rôle. Malheureusement, depuis quelques années, je vais vous donner quelques chiffres si vous voulez. En 1980, les années 80, 70, 80, le Cameroun avait un budget d'à peine 800 milliards de francs CFA et le budget de la Chambre de commerce était 40 milliards. Aujourd'hui, le Cameroun a un budget de près de 5 000 milliards et bien le budget de la Chambre de commerce atteint à peine 3 milliards. À côté de ça, vous avez un pays comme la République centrafricaine qui a un budget 2 fois plus que celui de la Chambre de commerce, avec les problèmes que vous connaissez. Le Tchad, c'est peut-être 5 fois. Et un pays comme le Burkina Faso, il faut le répéter ici, une seule direction, il y en a 8 dans la Chambre de commerce du Burkina Faso, une seule direction a un budget de 8 milliards. Imaginez 8 directions, imaginez maintenant la présidente de la Chambre de commerce elle-même, ça va tourner dans les 100 milliards. On ne peut donc pas comprendre qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce soit en état d'hibernation. Et ça, on peut le comprendre facilement, parce que les missions de la Chambre de commerce ont été disséminées à travers certains ministères, non pas dans le but de développer le Cameroun, le rôle de la Chambre de commerce, mais dans le but de se faire les poches. On ne peut pas dire plus. Je peux vous dire que hier, lorsque la Chambre de commerce avait les moyens de sa politique, je précise qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce devrait avoir un budget qui tournerait autour de 100 à 120 milliards par an pour remplir ses missions. Mais on a politisé la Chambre de commerce. Je crois qu'il faut la dépolitiser aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le volet formation de la Chambre de commerce, il a tenu un mot tout à l'heure. Il va développer d'ailleurs après. Et il va le développer après, mais avant qu'il le développe, je vais vous donner un ordre d'idée. Prenons un pays comme la France, le réseau des chambres de commerce en France. C'est au moins 500 écoles de formation. Les HEC que vous entendez, les HEG et tout, c'est des écoles de la Chambre de commerce. C'est-à-dire que notre Chambre de commerce devrait avoir une école des mines, une école polytechnique qui relève de la Chambre de commerce. Mais elle n'a pas de moyens. Elle n'a ni des ressources pérennes, ni des ressources budgétaires. La Chambre de commerce, je crois qu'elle vit aujourd'hui des subventions. Ce qui est, pour un État, je ne dirais pas une connerie, je ne dirais pas une connerie, mais une curiosité. C'est une curiosité dans sa fonction première de conseiller économique de l'État. Il revient à la Chambre de commerce dans ses missions à l'extérieur et ailleurs, de booster le commerce dans le pays, de booster l'industrie, de chercher des contrats, de les faire signer, de présenter des Camerounais qui peuvent mettre tout ça en place à l'intérieur sous la caution souveraine de la Chambre de commerce, représentant économique de l'État. On a enlevé à la Chambre de commerce, je suis convaincu, cette caution souveraine. Alors qu'avant, elle existait, cette caution souveraine. Je crois que un pays aujourd'hui qui compte, moi je suis administrateur d'ECAM, mais ECAM n'est pas là pour défendre les intérêts de la République. ECAM défend sur le plan économique les intérêts de ses membres, comme le JICAM. Ça va de soi. Parce que de tout temps, c'est la Chambre de commerce qui a le rôle de défendre les intérêts économiques de l'État, de défendre l'économie de l'État, de booster l'économie de l'État, de créer des industries au nom de l'État, des gens qui viendront ici développer le Cameroun. C'est le rôle de la Chambre de commerce. Mais lorsque nous avons volontairement une chambre de commerce qui, de mon point de vue, doit être dépolitisée aujourd'hui et qu'on a volontairement mis en hibernation, je crois qu'il faut qu'on revienne à la case départ, parce qu'un pays qui veut atteindre l'émergence, on atteint l'émergence avec la Chambre de commerce. Ce n'est pas avec les ministères et dépensiers, et budgétivores, voleurs, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est la Chambre de commerce, c'est le rôle de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, à lui tout seul, vaut le ministère du Commerce, de l'Industrie, des mines, de l'eau, de l'énergie. C'est ça, la Chambre de commerce. D'accord. Voilà. Alors, je reviens à vous, docteur Tsamo. Dans la marche
de la Chambre, puisqu'on reste un peu avec l'histoire, je veux dire que ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille. La Chambre, dans son émancipation, dans son développement, dans ses différentes transitions, a certainement connu des hauts et des bas. Oui, tout à fait, Monsieur Dipita. Mais avant d'y arriver, je dois dire combien je suis particulièrement intéressé par l'intervention du professeur Alaka, qui m'a précédé sur plusieurs aspects. Et je souhaitais revenir particulièrement en ce qui concerne le GICAM, parce qu'il est extrêmement important que nos téléspectateurs soient assez édifiés sur ces structures qui gravitent autour de la Chambre de commerce. Parce qu'il faut le dire, c'est que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, comme je l'ai dit pour ce qui était de la période coloniale, était l'unique institution chargée d'accompagner la mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler l'exploitation de la colonie. Il n'y a pas eu une autre institution en dehors de la Chambre de commerce. Et donc la Chambre de commerce, à ce moment-là, était au cœur de tout ce qu'il y avait comme activité dans le territoire sous administration française. Autrement dit, vous allez voir la Chambre de commerce intervenir pour ce qui est du tracé des routes, pour ce qui est de l'implantation des chemins de fer, pour ce qui est de la mise en place des voies de télécommunications, pour ce qui est de la mise en place de la construction d'un ensemble de bâtiments, etc. La Chambre de commerce, à elle seule, était, comme l'a dit le professeur tantôt, les différents ministères qui n'existaient pas, les différentes structures qui émergent avec la post-colonie, ainsi de suite. Et donc, le GICAM, justement, c'est quoi le GICAM? Il faut le dire, lorsque les Camerounais parviennent à leur objectif d'obtenir la mise sur pied de deux institutions consulaires, à savoir la Chambre d'agriculture, de l'élevage et des forêts et la Chambre de commerce et d'industrie, le 12 décembre 1955, à travers deux arrêtés cette année-là, il y a un ensemble de patrons français particulièrement qui se sentent frustrés et qui sortent de la Chambre de commerce pour aller créer ce qu'on appelle le groupement interpatronal du Cameroun, à savoir le GICAM. Donc c'est une excroissance, donc une petite branche qui est une association à côté de la Chambre de commerce. Et donc c'est pour ça qu'il fait bien de préciser, parce que la Chambre de commerce, à la vérité, et monsieur le maire l'a dit tantôt, la Chambre de commerce est l'interface entre les pouvoirs publics et les ressortissants des différents secteurs, à savoir le commerce, l'industrie, l'artisanat, prestations de services, ainsi de suite. Et il en est de même pour la Chambre d'agriculture, parce que ici, je ne peux pas parler sans... Là, je parle globalement des chambres consulaires, des compagnies consulaires, d'institutions consulaires, de mouvements consulaires, parce que c'est un mouvement dorénavant séculaire, donc qui traverse 100 ans. Donc, ce sont des représentants de ces différents ressortissants de ces milieux. Et c'est extrêmement important de le savoir. Il a aussi mentionné cet aspect, et c'est là où on peut revoir les turpitudes de ces institutions-là avec l'accession à l'indépendance. C'est-à-dire que j'ai fait la biographie de Paul Monté. J'ai fait une biographie tout récemment de l'ancien président, le tout premier Camerounais président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cameroun. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que Paul Monté, en son temps, est également président du conseil d'administration de la Société camerounaise des banques. Et avec ce que la Chambre a comme budget, ce qu'il représente, parce que c'était en tant que président de la Chambre de commerce qu'il était président du conseil d'administration de la Société camerounaise de la banque. Donc il représente à ce moment une garantie pour les patrons qui ont besoin de faire des emprunts, d'emprunter pour investir. C'est-à-dire que la Chambre de commerce a la capacité, à partir de ce moment, de cautionner un prêt d'un de ses ressortissants. Et ça, c'est
extrêmement important. À partir de là, vous comprenez que ce n'est plus possible aujourd'hui quand une chambre, une institution comme celle-là est dépouillée et qu'elle ne parvient même pas à avoir le 10e de ce qu'elle avait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, ça pose un véritable souci. Donc, c'est pour ça que c'est important de parcourir la trajectoire de cette institution consulaire pour voir combien elle a été dépouillée, parce que quand même, les chambres bénéficiaient de ce qu'on appelait à l'époque la TCAI, la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation. Il y a un ensemble de taxes comme ça qu'elle bénéficiait de façon directe. Et lorsque tout cela est coupé et que vous êtes mis sur le régime de la subvention de l'État, et nous savons quand on parle de subvention de l'État au Cameroun, l'État qui décide. Ça vient en compte-gouttes et parfois et au faciès. Et parfois au faciès. Donc, on peut comprendre la difficulté dans cette trajectoire-là de l'institution, en tout cas telle qu'elle est mise. Je pourrais revenir sur un aspect lié à la fabrique des patrons qui m'intéressent, parce que cela a été... Ça dépend de vous. Bah, tout à l'heure. Alors, je voudrais savoir, partant évidemment sur le développement de professeur Laka tout à l'heure. Aujourd'hui, comment sont structurées les relations entre la Chambre et les pouvoirs publics? Je veux dire, quelles sont vos relations exactement? Merci. Je voudrais d'abord remercier les copanélistes qui, avec beaucoup de doigté, ont défendu la Chambre de commerce dans ce qu'elle devrait être. Et je voudrais les remercier pour ça. Et profiter donc pour parler un peu de nos rapports. Nos rapports sont des rapports, j'allais dire de tutelle, il faut pas le nier, parce que à partir du moment où la Chambre de commerce vit en majorité sur les subventions, il est évident que, je ne dirais pas que le cordon ombilical est là, mais en fait, nous avons donc intérêt à rester dans la ligne d'accompagnement qui n'est pas mauvaise, mais qui veut seulement que nous soyons dans les orientations politiques, économiques du gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous avons la possibilité de renseigner le gouvernement, d'apporter l'information économique dont le gouvernement a besoin. Nous avons la possibilité d'accompagner les actions du gouvernement à travers des missions consulaires. Nous avons la possibilité, à la demande du gouvernement, d'avoir implémenté un certain nombre de politiques dont peut-être on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Ça peut être une politique innovante dans un secteur que le privé a peut-être considéré comme n'étant pas prioritaire, mais que le gouvernement estime que c'est un axe prioritaire. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Cameroun en 2008, par exemple, où nous avons eu cette fameuse, ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Merci de me passer l'expression. Au sorti de là, le gouvernement a pris un certain nombre d'orientations et la Chambre de commerce a été amenée à implémenter cela sur le terrain. Et nous voyons aujourd'hui un certain nombre de résultats dans la formation des entreprises moyennes, de petite taille, qui sont en mesure de, par exemple dans le secteur du manioc, nous avons un certain nombre d'activités qui sont porteuses d'emploi. Nous avons la possibilité, dans le cadre d'un projet comme l'Archipelago, de former des mécaniciens, de former des techniciens dans un environnement varié en fonction des besoins du marché, c'est-à-dire en fonction de la dynamique que le gouvernement impulse sur le terrain économique. Voilà un peu résumé les rapports qui sont les nôtres, c'est-à-dire que c'est des rapports gagnant-gagnant dans ce sens que le gouvernement a une orientation, nous l'accompagnons et nous renseignons le gouvernement de ce dont il a. Quelle est la situation du marché, quelle est la situation des entreprises, quels sont les besoins des entreprises. Toutes ces notes de conjoncture édifient le gouvernement sur la situation économique et ça permet de prendre des orientations bénéfiques pour notre économie. Parlons donc de la formation avant de revenir sur les autres panélistes, du moins pour passer la parole aux autres panélistes. Quelles sont ces formations que vous apportez? Quel est leur impact dans les activités, les vôtres, mais davantage vos membres? Comment est-ce que ça se concrétise véritablement? Écoutez, nous avons plusieurs axes. Sur le plan fiscal, par exemple, nous avons un centre agréé qui accompagne les entreprises dans leur conformité par rapport aux états financiers. Sur le plan, par exemple, de
Je parlais tout à l'heure du CIP, que nous allons d'ailleurs inaugurer prochainement. Nous avons, à travers la volonté du gouvernement, mis en place une politique qui va développer la filière manioc au Cameroun. Vous savez très bien que le manioc, c'est une des plantes les plus riches en matière de dérivés. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de former, de mettre sur le marché des jeunes qui sont capables de se prendre en main, de faire en sorte que nous ayons sur le marché des produits dérivés et le faisant, nous luttons contre l'importation d'un certain nombre de produits alimentaires. Dans le secteur alimentaire, on essaie de se positionner pour lutter contre l'importation abusive d'un produit comme le riz. C'est pour cela qu'en 2008, quand cette situation se présente, on demande à la Chambre de commerce de réfléchir là-dessus et des propositions ont été faites. Les résultats sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais nous continuons à former les gens dans ce sens-là. Nous représentons par rapport aux entreprises, nous essayons d'accompagner les patrons dans le cadre de la formation permanente, en organisant des sessions de formation bénéfiques pour les chefs d'entreprise. Et comme je vous disais tout à l'heure, au-delà des chefs d'entreprise, nous nous sommes rendus compte également que on a un problème au Cameroun qui est celle de la technicité, de la maîtrise. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un certain nombre de techniciens de la maîtrise qui n'est pas formé comme il se doit. Donc nous avons mis en place un programme qui fait en sorte que nous pouvons prendre ces gens-là, les former dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de la menuiserie, un certain nombre de secteurs comme ça qui ne sont pas forcément ceux qui sont privilégiés par les établissements que nous connaissons, que nous avons sur la place. Nous entendons très prochainement, comme disait tout à l'heure le professeur Laka, passer vers la formation au niveau des cadres, c'est-à-dire à l'image d'une école comme la centrale à Paris, HEC, arriver à créer des écoles. Mais tout ceci, ça reste très pensé, ça reste conçu, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir implémenter ça suivant une vitesse qui nous aurait énormément fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en fait, c'est que nous avons donc un peu démunis sur le plan moyen. Nous essayons de faire au mieux avec ce que nous avons, mais comme je disais tout à l'heure, en collant sur les orientations du gouvernement, parce qu'il s'agit d'une chambre consulaire qui est tout à fait différente d'une organisation patronale indépendante ou d'un syndicat. D'accord. Professeur Laka, parlons peut-être des exemples autres venant du Cameroun. Je veux dire, est-ce que la Chambre ailleurs a cette obligation, ce devoir de systématiquement s'arrimer, se modeler sur les stratégies gouvernementales? Non, du tout. Du tout, parce que une chambre consulaire bénéficie du privilège de l'indépendance, bénéficie du privilège de conseil. C'est le premier conseiller du gouvernement. Or, lorsqu'on est conseiller économique du gouvernement, on n'est pas sous la dépendance, parce que si vous donnez des conseils à quelqu'un qui ne peut pas vous écouter parce que lui, il est un centre, si vous voulez, d'orientation, eh bien, ça change tout à votre mission. Il a bien dit tout à l'heure que la Chambre s'achemine vers la création des grandes écoles. Il a bien dit tout à l'heure que la Chambre est présente dans la formation des cadres moyens, le perfectionnement des jeunes Camerounais. Mais je crois que tout ça peut se faire dans le cadre d'une grosse école multitechnique. Alors, si maintenant le gouvernement, lui, il n'entend pas ça de cette oreille parce que le gouvernement va vous dire ma politique de l'éducation se fait au ministère de l'Enseignement supérieur, ben, c'est tout faux. C'est tout faux parce que si on prend maintenant les exemples d'ailleurs, il est évident qu'on verra bien que lorsque la Chambre de commerce de Paris veut créer une école d'incubation du ci ou de ça, mais ça se fait sur le plan régional. C'est le gars de Paris, le président de la région parisienne, voilà, de la région parisienne, si vous voulez. Et c'est lui qui est compétent pour recevoir les représentants de la Chambre de commerce avec qui il discute. Parce que la Chambre de commerce n'est pas
un rival, enfin une rivale, ou un opposant du gouvernement. Ce sont des structures complémentaires. Ce sont des structures qui doivent collaborer ensemble dans l'intérêt du pays. Et si vous pensez que, comme chez nous, on pense que la Constitution dit qu'on définit la politique du gouvernement là-bas, et si on ne la définit pas là-bas, personne d'autre ne peut la définir. Non, il ne s'agit pas de définir la politique du gouvernement dans beaucoup de pôles, notamment les chambres consulaires. Il s'agit simplement de mettre en pratique l'idée générale qui englobe la notion de développement d'un pays. Et il faut répéter avec force que la Chambre de commerce, dans ses missions, a une mission de formation, une mission de fournir des emplois, une mission de créer des industriels, de créer des hommes d'affaires. Et je puis vous assurer qu'il y a quelques années, les hommes d'affaires au milieu, là, il y a les premiers là, les hommes d'affaires au milieu, tous c'est le produit de la Chambre de commerce. Dans ses missions consulaires, la Chambre de commerce embarquait un certain nombre de garçons dynamiques qui voulaient faire dans l'import-export, dans un certain nombre de choses. La Chambre de commerce signait des contrats, supportait caution souveraine, et ces gens revenaient, partis de rien, et le lendemain, les bateaux arrivent et se mettent à faire dans l'import-export. Ils deviennent riches, ils paient leurs impôts. C'est la Chambre de commerce qui l'a fait. Ce n'est pas le gouvernement. Donc la Chambre de commerce est un collaborateur actif du gouvernement. De mon point de vue, devrait être un collaborateur actif du gouvernement en matière de développement. Il devrait être le centre d'impulsion des idées de développement en matière de développement commercial, de développement industriel, de développement de l'artisanat et bien d'autres. Regardez un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas comme artisan? Est-ce que vous savez que dans les pays développés, les travaux à façon, les travaux artisanaux coûtent plus cher que les travaux industriels? Mais chez nous, c'est le contraire. Si vous vous amusez à aller dans les pays développés, à aller voir le gars qui fabrique les chaussures là à la main, un artisan. Vous passez une commande pour une chaussure là-bas, ça s'appelle des travaux à façon. Et cette chaussure-là, que vous ne trouverez pas dans le marché, il va vous la faire à votre demande et coûte 4 fois plus cher que dans le marché. Ça veut dire que l'artisan est un acteur économique important. C'est les chambres consulaires qui mettent ça en place. Il faut qu'on soit donc édifié de ce que dans les missions du gouvernement à travers leur ministère, la Chambre de commerce devrait jouer, si vous voulez, un rôle sur peut-être la moitié de ses missions, d'où un budget conséquent. Je ne comprends pas comment dans un pays qui a un conseiller économique, le premier, vous ne me posez pas la question sur le conseil économique et social, je ferme cette parenthèse, qui a un conseiller économique qu'on appelle la chambre de commerce. Je parle de la chambre de commerce, je peux parler de la chambre d'agriculture, ce sont les chambres consulaires. Tout à fait. On ne peut pas comprendre que cette chambre-là ne soit pas active, attendre les bras croisés parce qu'elle n'a pas de moyens. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que si on donnait les moyens à cette chambre de commerce, c'est-à-dire qu'à la vérité, la chambre de commerce devrait se retrouver dans le budget de l'État? Oui, avec sa part. Parce que le rôle que joue la chambre de commerce est un rôle d'accompagnement institutionnel, d'accompagnement de l'État. La chambre de commerce, c'est l'État, ce n'est pas des individus. Ce n'est pas des individus. Comment on peut donc l'isoler pour des raisons qu'on ne pourrait pas expliquer à Yaoundé? Non, mais je crois qu'il faut que ça change. Vous voulez atteindre l'émergence, sans des chambres consulaires, vous n'atteindrez jamais l'émergence. D'accord. Alors, pour être peut-être précis tout à l'heure, hein, il faut préciser que c'est dans le Conseil d'Île-de-France que se retrouve la Chambre de Paris. Voilà. De Paris, la Chambre de commerce de Paris. Bah, oui. Parce que, comme il a dit, c'est décentralisé. Absolument. Merci. Je voulais juste ajouter quelque chose. Avant de revenir. Hein. Oui, avant de revenir sur vous, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que venait de dire le professeur Laka. Je n'ai jamais dit que nous étions sous le gouvernement. Nous accompagnons le gouvernement. Et les orientations, j'insiste bien sur le mot orientation, parce que le gouvernement a la maîtrise politique de la maîtrise de la politique économique. Absolument. Ça veut dire que
si on laissait faire, ce seraient plutôt les hommes d'affaires ou les patrons qui dicteraient la politique économique. Et je pense qu'aucun gouvernement l'accepterait. Ça veut dire tout simplement qu'il peut avoir des choix stratégiques pris par le gouvernement. Vraiment fixe le cap. Fixe le cap. Et tout le monde... Et ça peut ne pas intéresser forcément, dans un premier temps d'ailleurs, le patronat, mais qui après peut prendre le relais. Donc ce travail de déblayage-là revient très souvent à la Chambre de commerce et dans tous les pays, ça existe. Voilà ce que je voulais tout simplement préciser et remercier le professeur Laka parce qu'effectivement, il met le doigt là où il faut si nous voulons effectivement booster l'économie, notre économie, à travers les créateurs de richesse, parce qu'en fait, il s'agit de ça, les créateurs de richesse qui constituent la Chambre de commerce. Est-ce que vous savez, il va prendre la parole, Dr. Folefa, est-ce que vous savez que de tous les voyages des présidents des pays développés, le président de la Chambre de commerce, de l'industrie, de tout ce que vous voulez qui suit là, est la deuxième personnalité dans la délégation officielle. C'est la deuxième personnalité vérifiée. Et il ne part pas seul. Et parce qu'avant qu'il ne parte dans le cortège officiel, dans la délégation officielle, il a déjà envoyé sa délégation à elle, la Chambre, là où le chef de l'État s'en va pour commencer à préparer, à chercher des opportunités d'affaires, des opportunités de délocalisation des industries. Ce rôle incombe aux chambres consulaires, que ce soit sur le plan agricole, sur le plan industriel, commercial. Aujourd'hui, les ministres se sont accaparés de ça et nous voyons bien les résultats. Donc il faut que ça change. Oui, je vais peut-être avant tout revenir sur un aspect qui a été énoncé ici lié à la fabrique par l'État d'un ensemble d'hommes d'affaires. Je suis toujours un peu gêné pour ce qui est de ce contexte, surtout pour ce qui est de la Chambre de commerce du Cameroun, qu'on dise cela ainsi. Parce que lorsque vous allez dans les archives de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture du Cameroun, à partir de 1921, vous observez qu'il y a beaucoup de Camerounais, mais alors beaucoup de Camerounais qui, tant bien que mal, étaient présents, ont cheminé au sein de l'institution consulaire pendant de nombreuses décennies. Et il y a des noms. Je dois dire qu'avec l'accession du Cameroun à l'indépendance, il y a eu des mécanismes d'encadrement, des mécanismes d'accompagnement. Et c'est bien différent de la fabrication, parce que je dois dire que chaque fois que l'État a pris sur lui de fabriquer des hommes d'affaires, ils ont échoué. Et ça, c'est important de le savoir. L'État accompagne ceux qui ont déjà la volonté, qui sont déjà là, qui ont quelques difficultés. Et l'État facilite, prend certaines mesures pour faciliter leur implantation sur le champ économique. Et c'est ce qui s'est passé, parce que lorsque il évoque cette fabrique à travers, peut-être, et ça, il n'est pas le seul à le dire, on a souvent dit à travers M. Kodok, ainsi de suite. Et il faut se dire qu'en parcourant les journaux de la Chambre de commerce de la période coloniale, les conditions pour être élu à la Chambre de commerce sont suffisamment strictes, sont suffisamment difficiles. Donc ceux qui sont élus sont exactement ceux qui remplissent les conditions. Et je vous assure que dans ce contexte-là, où l'administration coloniale a un objectif bien précis, il n'y a pas de facilité faite aux acteurs économiques du territoire. Donc on ne facilite pas leur entrée, leur émergence au sein de l'institution consulaire. En fait, ce n'est pas des faveurs. C'est pas des faveurs. Des gens qui ont montré des prédispositions. Ce sont des gens qui sont là. Malheureusement, les derniers sont morts. Vous allez avoir dans le cours de la décennie 40, la fin de la décennie 40, la décennie 50, tous les Kadji, les Foto, et qui sont des présidents de section. Je dois vous le dire, qui sont des présidents de section. Vous avez les Hubert Otabela, vous avez les frères Mariba, vous avez donc tous ces noms qui émergent
au début de la décennie 1960 sont des noms des gens qui sont déjà établis, que ce soit à travers les activités agricoles, que ce soit à travers les activités économiques, c'est-à-dire que des commerçants, des industriels. Bon, évidemment, la part, elle est marginale, mais ils sont là, ils sont actifs et ils sont bien nombreux. Il y a un bon nombre, il y a une bonne fourchette de Camerounais dans ce sens. Et c'est où c'est important de comprendre que c'est une institution qui mérite d'être accompagnée aujourd'hui parce qu'elle est quasiment galvaudée autant pour moi, du fait de ce que l'environnement économique aujourd'hui, à travers la politique économique institutionnelle qu'il veut davantage mettre sous coupe les institutions consulaires. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines, l'artisanat, et ainsi de suite, vous avez ce qu'on appelle des tutelles financières, des tutelles techniques administratives, qui sont en quelque sorte à la fois des institutions, des ministères qui ont pratiquement les mêmes cahiers de charges, et qui s'embrouillent, s'entremêlent même d'ailleurs à travers ces missions-là. Le président l'a dit tantôt, c'est-à-dire que vous avez en 2008, au sorti de la crise des émeutes de la faim, il y a de nouvelles missions qui sont données à la Chambre de commerce. C'est la crise de la faim. Autrement dit, les jeunes ont besoin de travail. Les jeunes ont besoin de travail et la fonction publique ne peut pas donner du travail à tous les jeunes. Il faut que le secteur économique, à travers des initiatives individuelles, des initiatives personnelles, que des jeunes, qu'on puisse accompagner les jeunes à se mettre à leur propre service, à travers leurs propres projets. Et donc, la Chambre de commerce était donc l'instrument le plus adapté, le plus adéquat pour faciliter l'insertion des jeunes. Malheureusement, je crois que je suis presque convaincu que, contrairement à ce qu'on a observé pendant la période coloniale où l'institution, avec tous les moyens de se déployer et de donner la possibilité à beaucoup de s'exprimer, cela a été fait dans le discours. Il n'y a pas eu véritablement des moyens d'accompagnement donnés à l'institution consulaire pour que cela puisse être davantage observé. Et c'est pour ça, pour terminer, c'est pour ça que la différence avec la période qui précède, et peut-être sous Paul Monté, j'aimerais bien revenir là-dessus, sous Paul Monté, on observe que la Chambre, par exemple, la Chambre de commerce, par exemple, est très employée à travers la formation professionnelle, extrêmement employée, c'est-à-dire que même avec les moyens qui commençaient à s'effriter, on a des cours du soir qui étaient effectués à Douala, qui étaient effectués à Garoua, qui étaient effectués à Yaoundé. Il y avait des cours du soir pour former. Et vous allez voir beaucoup de Camerounais qui ont obtenu des diplômes professionnels, c'est-à-dire que la formation pratique, parce que c'était essentiellement cela, c'est-à-dire que mécanique, tout ce qui est industriel, bref, des métiers pratiques. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce sont des choses qui doivent être faites par les institutions consulaires. C'est le cas également pour la Chambre d'agriculture qui est aujourd'hui, vous le savez tous, la Chambre d'agriculture aujourd'hui a ce qu'on appelle l'école pratique d'agriculture de Benguela. Je crois qu'il y a eu un mécanisme qui permet que cette institution-là se retrouve dorénavant, y compris à Dimako et je crois à l'ouest. Bref, je crois que c'est un projet tout comme là, la Chambre de commerce, là, un projet qui va s'étaler en fonction des spécificités des régions et pour permettre que ces institutions-là puissent davantage se déployer sur le territoire. Avec vous tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure avec vous sur justement la marge de la Chambre, je veux dire sur la tutelle des présidents camerounais. Mais on y revient tout à l'heure. Alors, vous voulez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le docteur, pour lui rappeler que le mot fabrication, s'il est sorti de la bouche, ça veut dire tout simplement l'accompagnement. Parce qu'on ne fabrique pas un homme d'affaires. On lui donne l'information, on lui donne les moyens de se mouvoir, mais sa réussite dépend de lui-même. Donc ce n'est pas péjoratif ce que je voulais dire. Et j'insiste encore là-dessus parce que ce n'est pas nouveau. C'était plus accentué au moment des indépendances parce qu'on n'avait pas de patron camerounais. En tout cas, pas assez. Mais aujourd'hui encore,
dans les temps modernes, ça existe, ça. Regardez, prenez le Nigeria à côté. Lisez l'histoire de Dangote et autres machins. Je suis désolé, c'est une volonté exprimée d'un gouvernement qui, à un moment, dans le cadre d'un secteur bien précis, où ils sont déficitaires, où ils ont besoin de préserver, ou alors tout au moins de renforcer leur indépendance, ils décident que nous pensons que vous pouvez faire telle chose, et les gens prennent ça en main, le font. Aujourd'hui, ils sont des références. Et quand je parle du Nigeria, je ne vais pas parler de la Corée, je ne vais pas parler de tous les pays occidentaux d'ailleurs. Donc je pense que cet accompagnement-là, cet accompagnement dont les hommes d'affaires ont besoin pour se mouvoir, pour être forts à l'intérieur et pouvoir être conquérants demain, c'est tout à fait normal. Et ce n'est que le gouvernement, dans le cadre d'une stratégie bien pensée, qui peut promouvoir cela. C'était ça le sens de mon propos, et je voulais bien revenir là-dessus pour que ce soit clair, qu'il ne s'agit pas, j'allais dire, d'aller ramasser des personnes inexpertes. Tout à fait. Et toutes les personnes que vous avez citées là, je peux vous assurer qu'elles ont bénéficié. Je ne prends qu'un seul exemple. Excusez-moi, professeur. Les licences. Vous savez très bien que pendant longtemps dans ce pays, ne pouvait importer quoi que ce soit sans bénéficier d'une licence d'importation. Et rien que cette licence d'importation pouvait être le déclenchement pour fabriquer un homme d'affaires qui demain serait conquérant sur le marché. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est plus ou moins libéralisé, mais hier, ce n'était pas le cas. Et même qu'aujourd'hui, même dans cet environnement, moi je lis souvent un peu la presse, hein. Vous entendez des choses encore aujourd'hui, où on peut vous donner une licence de telle ou telle chose, et ça vous permet de développer un secteur qui peut être bénéfique pour le pays. Ça, c'était le sens de ma démarche. Oui, et je vais juste faire une précision pour dire que en parlant de fabrication, il avait émis un premier postulat dans le sens où il disait que l'État, après les chambres de commerce, la première période des hommes d'affaires, a été juste après la deuxième période des hommes d'affaires, donc au niveau de la troisième période, cette institution qui a pris la place de la chambre de commerce pour fabriquer des hommes d'affaires camerounais. Et le terme fabriquer n'est pas péjoratif. Hein, parce que on a aujourd'hui la crise du poisson. On a des problèmes de poisson aujourd'hui. Mais le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays qui devrait être en train d'exporter le poisson. Vous savez l'histoire d'un Camerounais qui aujourd'hui est en prison, je m'en excuse, je ne vais pas le citer ici, à qui l'État a donné un prêt important d'argent avec des bateaux qui venaient, je crois, de l'Espagne. On connaît cette affaire. Mais voilà donc quelqu'un qui n'avait pas au départ l'ambition d'être un homme d'affaires. On a voulu en faire et puis ça n'a rien donné. En revanche, la Chambre de commerce, lors de ses missions consulaires, avait la possibilité et l'habitude bien pensée de coacher des hommes d'affaires qui avaient commencé à faire leurs preuves et avaient l'idée de licence, qui peut aussi être interprétée comme une fabrication. Voilà. Avaient l'idée de licence, obtenaient cette licence et en un temps record, fructifiaient leurs affaires et devenaient les hommes d'affaires respectés que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. Donc, l'État, dans sa volonté de fabrication, a biaisé une des missions fondamentales de la Chambre de commerce parce que on ne fabrique pas celui qui n'est pas fabricable. On fabrique celui qui est fabricable. Et comme chez nous, il y a l'habitude, vous faites un bon projet, quand ça arrive à la banque, le banquier donne aux cousins, aux beaux-frères, qui ne comprend rien dans le noyau du projet. Vous fabriquez, vous faites un projet, vous donnez au ministère, je ne sais pas trop de quoi ou de quoi. Pourtant, si c'est la Chambre de commerce, elle est face à ses responsabilités, elle serait face à son rôle. Et je pense que les choses iraient beaucoup mieux pour notre pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Simplement parce que, comme on le dit, on a politisé la Chambre de commerce. On l'a mise sous tutelle, alors que ça devait être des rapports de collaboration, des rapports de conseiller à décideur,
Parce que le conseiller n'est pas en vérité sous la tutelle du décideur. S'il est sous la tutelle, c'est un expert. S'il se met sous la tutelle du décideur, eh bien, il ne fera pas son travail. Et qui effectivement, lui, il est en contact avec l'environnement, il étudie un secteur et il dit voilà la voie, voilà le chemin. À vous de décider, parce qu'il ne vous oblige pas de décider. Mais si vous êtes sous sa tutelle, c'est lui qui vous imprime la marque. Il veut entendre, il veut que vous lui disiez ce qu'il veut entendre en ce moment. Et c'est justement ce rôle qu'on a donné à la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Docteur Foulefat. Moi je pense. Non. Et on devrait sortir... Non, vous êtes un homme politique. Moi je n'en suis pas. Vous faites de la politique. Comment ça, je fais la politique? Mais la politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Ce n'est pas au sens noble, hein? Moi, vu de la sorte... Quand vous vous exprimez, là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la politique. Oui, vu de la sorte, je suis voilà, c'est pour cela que je ne vous laisserai pas dire que... Non, mais c'est pour ça que j'assume mes propos. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être parce que certaines informations vous échappent, professeur. Je vais vous les donner si vous voulez. Oh, c'est possible. Parce qu'on cesse d'être conseiller, un bon conseiller, si on est sous la tutelle de quelqu'un. Voilà. Mais voilà le propos que je disais. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que vous passiez comme ça, en perte et profit, la notoriété de la Chambre de commerce en disant que parce qu'on est... Non, je n'ai pas dit que la Chambre de commerce a perdu sa notoriété. J'ai dit que la Chambre de commerce a vu ses missions s'effriter. Tout à fait. Voilà. On a déchargé la Chambre de commerce d'un certain nombre de ses missions. Voilà, c'est tout. Mais ce qui reste de missions de la Chambre de commerce... Et ces missions doivent revenir. Pourquoi ça reste? Les missions de la Chambre de commerce doivent revenir. Ça si relève, on veut se développer. Tout à fait. Voilà. Je partage votre avis, mais ça relève, j'allais dire, cette fois-là, de la stratégie politique. Bon, il faut donner la volonté politique. Et vous et moi, nous ne sommes pas en mesure d'influer là-dessus. Alors, l'absence de volonté politique fait en sorte que nous allons continuer à tourner en rond. Il faut donc que la Chambre de commerce prenne le taureau par les cornes et soit capable, vous en êtes capable, de dire à ces messieurs de Yaoundé, vous voulez le développement du Cameroun, nous aussi. Nous avons le même chemin, nous avons la même destination. Peut-être, si vous voulez connaître deux chemins différents, mais ayons quand même la même destination. C'est pour cela que je vais peut-être demander à M. Dipita de nous donner l'occasion de dire ce que nous faisons quand même. Parfait. Parce qu'on va finir par croire que nous sommes une bande de pleurnicheurs qui ne faisons pas du tout. Allons-y. Donc, je voudrais, avec votre permission, vous dire quand même que la Chambre de commerce, au jour d'aujourd'hui, dispose d'un certain nombre d'outils qui lui permet d'être à la place que vous souhaitez, monsieur le professeur Laka. Nous avons un centre d'information et de la documentation économique. C'est un élément très important parce que vous savez très bien que qui tient l'information tient le pouvoir. Donc quand nous mettons ces informations à la disposition des opérateurs économiques, c'est pour qu'elles se musclent et qu'elles soient plus fortes, que cette force-là, que ces opérateurs soient plus forts. Nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, mis en place des centres d'incubation pilote, ce que nous appelons le CIP. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous allons inaugurer le 22 décembre à Boadibo le CIP deuxième génération par le ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique dans le cadre des activités de ce centenaire. Pourquoi deuxième génération? Parce que dans ce centre aujourd'hui, qui est pratiquement une petite école d'ingénieurs, nous mettons à la disposition des jeunes une formation avec, à la sortie, à la clé, la possibilité de s'installer à leur propre compte, donc d'être leur propre patron et d'employer des Camerounais. Cette démarche-là correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la classe moyenne, sur le plan technique ou sur le plan entrepreneurial, demande à être formée parce que nous avons énormément de filières qui sont encore vierges dans lesquelles elles peuvent s'exprimer. Et je pense particulièrement à la filière agroalimentaire. C'est pour cela que nous nous sommes positionnés sur ce terrain-là. Nous avons la possibilité, je en parlais encore tout à l'heure, dans le cadre de notre centre de gestion agréé, nous accompagner les entreprises camerounaises pour la mise à jour de leur formation dans la tenue de leur comptabilité, déclaration fiscale, dans la formation et l'information sur le plan gestion et managérial. Nous avons des centres de ressources
le centre de ressources professionnelles sur les métiers de cuir à Marois, qui permet à ce que la filière de cuir, puisque vous savez très bien quelle est l'importance du cheptel dans le Nord, de pouvoir s'exprimer. Et mieux, nous avons un grand projet dans le cadre de la recherche de ressources pérennes, comme nous disons chez nous, la construction des entrepôts dans les espaces portuaires. Monsieur Alaka, vous savez très bien que, on parlait tout à l'heure des chambres consulaires, vous savez très bien que la Chambre de commerce de Paris ou autres, c'est des chambres qui disposent des capacités de stockage importantes. Parce que c'est un élément, j'allais dire, c'est une rente. Bien sûr. Dès que vous l'avez installé, vous êtes sûr de récolter de quoi pouvoir vous exprimer par ailleurs. Nous avons, dans le cadre de l'information économique dont je parlais tout à l'heure, nous avons mis en place un observatoire. Cet observatoire qui collecte les informations, qui soutient la compétitivité de l'entreprise en mettant les informations à leur disposition. Nous favorisons le renforcement des capacités dans la collecte d'informations parce que si vous ne maîtrisez pas l'information dans votre milieu, vous ne pouvez pas vous développer. Donc nous avons la mission de mettre à la disposition des entreprises ces éléments-là qui leur permettent de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se développer. D'accord. Nous avons créé un bureau de sous-traitance et de partenariat qui est devenu aujourd'hui indépendant. La notion de sous-traitance, à partir du moment où, tout à l'heure on parlait par exemple des grandes entreprises comme le GICAM, nous faisons en sorte qu'en dessous de ces grandes entreprises se positionnent des entreprises qui sont formées et qui peuvent donc servir des petites mains, si je peux parler ainsi, des PME, PMI, à ces grandes entreprises-là. Et pour revenir à ce qui me concerne un peu directement autour de cette table, le centre d'arbitrage. Nous avons remarqué, et ce n'est un secret pour personne, combien le milieu des affaires sur le plan juridique est un peu insécure. Donc nous avons mis en place, et nous sortons encore des séminaires où nous sommes en train de restructurer cela. Nous allons mettre en place un centre d'arbitrage et de médiation qui, contrairement aux autres centres, et compte tenu du panel, du spectre de ressortissants qui sont les nôtres, nous voulons rentrer au plus bas pour que les petites affaires qui peuvent se retrouver au niveau du commerce, au niveau du marché, où les gens se retrouvent au tribunal pour perdre du temps, que nous puissions sur place leur offrir la possibilité d'avoir une médiation, et une médiation, une conciliation qui peuvent faire en sorte que nous gagnons du temps. Une forme de tribunal de proximité. Absolument. Tribunaux commerciaux de proximité, si et on peut le dire. Notre répartition spatiale nous permet de le faire. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres centres qui sont installés sont dans les grandes villes, ne peuvent pas descendre, ne peuvent pas bénéficier d'une décentralisation comme la nôtre. Or, nous avons la structure qu'il faut et nous entendons profiter pour nous positionner dans ce sens-là. Et comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être long, parce que j'ai un peu ramassé tout ça, nous avons mis en place ce que nous avons appelé le programme Archipelago, à travers la formation professionnelle de 360 jeunes, 144 femmes, 120 migrants de retour, de 15 à 40 ans, 75 PME formés, 25 formateurs, et tous ces éléments font en sorte que nous recevons des jeunes, nous leur donnons des outils qui leur permettent de se battre dans la vie et d'étendre le tissu économique, le tissu industriel de notre pays. Je ne voudrais pas être très long parce que des programmes comme ça, nous en avons pas mal. Je ne vais pas parler tout seul. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce, malgré le peu de moyens que vous dénoncez à juste titre. Voilà, justement. Donc si nous avions plus de moyens, il est évident que nous allons performer de manière... disons que... pourquoi nous n'avons pas assez? Il se trouve tout simplement, comme a dit le professeur Alaka tout à l'heure, qu'à un moment, certaines missions de la Chambre de commerce ont été soustraites au profit de certaines institutions qui ont été mises en place, mais pas forcément avec les résultats qu'on aurait escomptés. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, ce n'est pas d'aller contre ces institutions-là, mais c'est de restituer au moins les moyens qu'il nous faudrait, qui nous suffiraient pour pouvoir accomplir les missions, parce que malgré tout ça, beaucoup de missions sont restées. On en a soutiré quelques-unes, mais le gros des missions, comme je vous ai développé tout à l'heure, sont là, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir les suivre. Je prends un seul exemple. Vous verrez difficilement aujourd'hui le président de la Chambre de commerce
dans le cadre d'une mission d'homme d'affaires, pouvoir conduire une délégation de 30, 40 personnes, ce qu'on voyait avant, plus que ça. Mais parce que le président n'a pas les moyens de le faire. Alors que ce genre de voyage d'affaires, de découverte-là, sont un élément très important. Aujourd'hui, certaines structures privées les ont récupérées. Ça, c'est vrai. On voit des voyages qui sont organisés en Chine, en Corée, en machin et tout ça, c'est vrai. Mais ça reste, comme je disais tout à l'heure, ça reste des centres d'intérêt bien précis parce que ce sont des hommes d'affaires. Et si nous avons des secteurs innovants, des secteurs nouveaux que le gouvernement veut développer, le gouvernement devrait pouvoir, ne serait que dans un premier temps, accompagner le président de la Chambre de commerce pour qu'il puisse se mouvoir dans ce sens-là, parce qu'il est persuadé, il est certain que demain, le retour sur investissement sera bénéfique pour notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Pour faire la cas d'abord, oui. Monsieur Dipita Tongo, vous voyez donc clairement que, avec ce que Frédéric vient de dérouler, avec très peu de moyens, parce que je précise que je ne suis pas sûr que la Chambre de commerce a un budget de 3 milliards, c'est moins que ça. Imaginez donc s'ils avaient les moyens d'antan, qui auraient dû évoluer avec la conjoncture actuelle. Vous allez vous rendre compte que la Chambre de commerce peut être très utile au développement de notre pays, très utile au gouvernement dans sa politique d'émergence. Et parce que la Chambre de commerce est un je veux dire, déterminant essentiel pour cela. Il y a donc lieu de porter la réflexion sur les moyens qui peuvent permettre à la Chambre de commerce de fonctionner, notamment des recettes pérennes, premièrement, et puis des recettes budgétaires, et de mon point de vue, sortir la Chambre de commerce du carcan de la subvention. Parce que la subvention, on l'a dit ici déjà, c'est infantilisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une structure dans un état normal. Je vous ai donné l'exemple des autres pays, comme la Chambre de commerce, qui accompagne l'État dans sa politique de développement de la nation. Quémander des ressources financières. Vous plaidez pour une Chambre de commerce, j'ai failli dire indépendante, dans ses missions. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il faut que le gouvernement ait un supplément d'âme pour revenir à la case départ et se rendre à l'évidence que la Chambre de commerce est le premier conseiller du gouvernement en matière économique, industrielle et en matière artisanale, et lui donner les moyens de mettre en place la politique gouvernementale si tel est le désir. D'accord. Le contraire me ferait croire qu'il n'y a pas une volonté de développement. Alors, docteur Folepa, à quoi ressemble la Chambre de commerce dès la prise de fonction des Camerounais après le départ des expatriés? Quelle est son évolution dans le temps? Quelles sont ses innovations? Quel est son déploiement? Qu'est-ce qu'on peut en retenir dans l'histoire? Bon, disons que nous avons coutume de le dire, les institutions ne valent que par les hommes qui les incarnent et les dirigent. C'est le cas pour les chambres consulaires, parce que il faut se dire que dans le cadre de la célébration du centenaire des chambres consulaires au Cameroun, il est extrêmement important et nécessaire de faire l'éloge, si vous voulez, mais la part belle aux hommes qui ont incarné cette institution. Et je crois que c'est là où vous voulez également en venir, parce que vous devez savoir que ces institutions-là aujourd'hui sont également le produit de ces hommes qui ont contribué à ce que l'institution consulaire traverse ces différents moments qui n'ont pas été du tout faciles. À la Chambre de commerce, lorsqu'on a évoqué Paul Monté, on ne va pas oublier Mokete, le fonds Mokete, perd son âme. Après lui, des gens comme François Ndjapou, des gens comme Pierre Tchanke, Nokti Chokwago,
Claude Ndjoumo-Monté, jusqu'au président Eken. Et c'est pareil pour la Chambre d'agriculture, avec Ephraim Marimba, avec jusqu'à Mougui Sosomba, en passant par Philemon Adjibolo et tous ceux qui ont suivi. Parce que il faut se dire que cette célébration, c'est également un moment de marquer un temps d'arrêt pour questionner la gestion, parce que c'est de cela aussi qu'il est question, questionner la gestion des différents présidents des chambres consulaires. Questionner quel était le rôle joué par ces différentes personnalités pour maintenir la barre. Parce qu'il faut le dire qu'il y a de nombreuses institutions qui, traversant cette tempête-là, tempête économique, ont dû fermer. Il y a des institutions qui ont été créées par ces institutions-là qui n'ont pas résisté. On prend lorsqu'on évoque la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, autant pour moi, on peut rapidement faire allusion à Makam qui a été créé par le concours de la Chambre d'agriculture et qui rapidement a fermé la porte. Il y a un ensemble, la Sokame et tout le reste, il y a un ensemble de structures comme ça qui ont vite fait de fermer les portes. Donc, c'est important de revenir dans le cadre de cette célébration, de s'arrêter un instant pour aussi rendre un hommage à ces hommes-là. Parce que nous pouvons ici épiloguer, nous pouvons ici parler pendant 2 heures de temps sans revenir sur ces personnes. Pourtant, elles ont joué un rôle extrêmement important qu'il convient de relever pour davantage lier cette trajectoire-là de l'institution consulaire. D'accord. Oui. Oui. Non, je voulais tout simplement, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé du CIP, deuxième génération, que nous allons inaugurer le 22 décembre, j'ai oublié de vous dire que cette expérience-là que nous avons aujourd'hui, suffisamment bien calibrée, va être dupliquée dans toutes les régions. C'est-à-dire que nous allons mettre en place dans toutes les régions ces centres d'incubation pilote-là qui vont permettre à ce que la formation des petites mains, des petites entreprises, des petites PME, avec la possibilité au sortir là d'avoir un kit qui leur permet de s'installer, nous allons perpétuer cela. Nous bénéficions également pour ceux qui connaissent les chambres de commerce dans la tradition française francophone, nous avons le compagnonnage que nous faisons avec d'autres chambres consulaires d'Afrique francophone. Ce compagnonnage nous permet d'avoir des échanges avec des chambres de commerce, avec la possibilité de bénéficier d'un transfert de technologies, d'un transfert de know-how que nous faisons bénéficier aux ressortissants et puis à nos jeunes, aux jeunes générations d'une manière générale. Je crois que c'était important de le dire. Toujours pour appuyer sur le fait que malgré le peu de moyens, professeur, nous faisons au mieux pour remplir. Il est peut-être bien également dans une émission comme celle-ci d'exposer vos difficultés, vos réalités. Quelles sont-elles? De quel type? Quelles sont leurs origines? Et éventuellement, comment vous essayez de les surmonter si tant il est que vous y arrivez? Disons que la principale difficulté qui est celle de la Chambre de commerce aujourd'hui, c'est un problème de budget, c'est un problème de moyens de financement. Et je peux dire qu'il y a un plaidoyer qui a été mis en place, il y a des travaux qui ont été faits, des échanges avec le gouvernement. Nous avons bon espoir qu'à la lumière des autres chambres consulaires, parce que tout à l'heure, je ne voudrais pas citer le voisin, mais tout à l'heure, le professeur Alaka a parlé de notre budget, mais nous avons des chambres à côté qui ont 3 fois plus que nous, alors que les missions ne sont pas forcément au même niveau, compte tenu du fait que nous parlons de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services. C'est quand même une palette en termes d'opérateurs économiques assez importante. Bon, mais ça, on préfère faire notre plaidoyer sans pour autant crier haro sur le bonnet dans ce sens-là. Donc notre véritable souci aujourd'hui, c'est cette incapacité-là. Si nous l'avions, nous nous serons organisés et je veux dire que l'efficacité, les performances seraient meilleures. Merci. Je voudrais peut-être dire un mot aussi là-dessus. Pour peut-être
ne pas totalement partager le point de vue du président de la section sur un fait. J'ai personnellement le sentiment, en tant qu'historien, pour avoir un peu scruté l'évolution des chambres consulaires depuis la création, j'ai personnellement le sentiment que le gouvernement actuel ne sait pas très exactement ce qu'elle doit pouvoir en faire des chambres consulaires aujourd'hui. C'est-à-dire que véritablement, les institutions sont là. La chambre de commerce a été héritée. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? On a plusieurs structures qui sont créées, des structures qui ont les mêmes cahiers de charges, à gauche, à droite. Le secteur des institutions consulaires semble difficilement maîtrisable parce qu'au-delà de tout, il faut le dire, il s'agit quand même des commerçants, des opérateurs économiques, des agriculteurs, des artisans, des gens qui sont à la vérité libres. Alors, le système gouvernant a affaire à une institution qu'elle ne contrôle pas véritablement, même si ce sont des EPA, établissements publics pour ça, administratifs, c'est ça? Voilà, qui ont, entre guillemets, une certaine autonomie financière, entre guillemets, qui dépendent de l'État d'une certaine façon, mais qui sont aussi d'une autre façon extrêmement libres, extrêmement indépendantes, qui initient, on a affaire à des personnes libres. Donc, ça met l'État actuel dans l'embarras. C'est le sentiment, c'est un sentiment que je peux partager avec vous. Dans l'embarras, qu'est-ce qu'on fait de ces institutions à cet instant? Est-ce qu'on les donne la possibilité d'avoir les bras libres pour davantage implémenter les différentes idées? Parce que quand vous échangez avec des opérateurs économiques, ma foi, vous avez le sentiment qu'il y a des très belles idées véritablement pour pouvoir conduire le Cameroun à l'émergence. Parce que le Cameroun veut aller vers là. Il y a aucun pays ne peut se développer sans son tissu agricole, sans développer son agriculture. Et pas tant, parce que nous sommes dans une logique physiocratique qui veut que l'agriculture porte le reste, c'est-à-dire que l'industrie qui transforme, c'est-à-dire que l'agro-industrie, les autres tissus de l'industrie, de l'artisanat et tout le reste soit émergent de cet ensemble que je viens d'émettre. Donc, qu'est-ce que l'État va finalement faire? Parce que c'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il faut donner, en définitive, la possibilité aux institutions consulaires véritablement de se déployer, ou il faut continuer à retenir à travers les différentes tutelles, à travers les différents mécanismes qui empiètent sur le terrain de ces institutions consulaires et qui les empêchent de se déployer véritablement sur le terrain qui semble leur être fertile à l'observation? Alors, oui. Je voudrais réagir sur ce point-là. Moi, je pense que, là, c'est mon avis personnel, hein, je dois le dire. Je pense que le gros problème, c'est un problème relativement camerounais. C'est-à-dire que nous avons l'art de ne pas respecter nos couloirs. Les associations existent, les groupements patronaux existent, avec des missions bien précises. Mais on a l'impression que sur le terrain, on se marche sur les plates-bandes uniquement parce que dès qu'on entend qu'on a donné une subvention de temps à la Chambre de commerce, d'autres institutions patronales qui estiment qu'ils font leur boulot, mais ils font leur boulot pour un groupe bien précis. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes d'office ressortissant quand vous avez une patente. Tout à fait. Alors qu'ailleurs, moi, je suis membre d'autres organisations patronales, je paye une cotisation. Vous adhérez? J'adhère, je paye une cotisation. Cette cotisation, je la paye pour que cette organisation me rende un service. Et il serait souhaitable que ces organisations restent dans leur couloir et ne regardent pas forcément les relations qu'ils parfois qualifient d'incestueux entre la Chambre de commerce et le pouvoir public. Non, c'est une tradition francophone. Vous irez sur les anglophones, c'est différent. La tradition anglo-saxonne est différente. Si on reste dans cette mouvance-là, il vaut mieux que le plaidoyer des uns et des autres se fasse sans être obligé de faire des crocs en jambes aux autres organisations, parce que ça ne sert à rien. C'est ça qui fait que finalement, face à une certaine situation, le gouvernement a l'impression, il se dit, mais pourquoi
Mais oui, Pour un problème, ils ont 20 ils ont 20 interlocuteurs. Chacun avec ses spécificités Voilà. d'intervention. Et je pense qu'il faudrait que le patronat, comme ailleurs d'ailleurs, se réunissent et qu'ils essayent d'accorder leur violon et qu'ils parlent d'une seule voix quand il s'agit de proposer des solutions pérennes, des solutions idoines pour tel ou tel problème. Et laisser la maîtrise au gouvernement dans, j'allais dire, la mise en musique en fonction des orientations au gouvernement dont je parlais auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. D'accord. Voilà un peu le commentaire que je fais là-dessus, pour dire que c'est ça qui explique pour ma part cette cacophonie qu'on entend et qui risque à moyen terme même de nous être préjudiciable. Quand je dis nous être, c'est-à-dire nous les patrons. Tout à fait. Voilà. Professeur Alaka, Oui. bon, c'est vrai, vous n'êtes pas membre du gouvernement ou assimilé, mais là Je n'en ai convoque pas donc- l'intention. Je convoque Encore que moi je vous vois. Hein. C'est-on jamais Pas C'est-on au jamais Cameroun, peut-être au Tchad. Alors, je voudrais quand même convoquer le regard de l'analyste des faits sociopolitiques que vous êtes. Pour vous, quand vous observez, quelle est la vision des pouvoirs publics vis-à-vis de la Chambre de commerce? Elle est négative. C'est mon avis, hein. Absolument. Vous savez, elle est négative. Moi, je vous prends un exemple. Nous parlons de financement de la Chambre qui manque, qui font défaut du fait des pouvoirs publics. Manque d'ambition. Tout ça. Parce que si en 80, la Chambre de commerce avait 40 milliards de budget, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors qu'en principe, l'assiette, c'est c'est agrandi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à régler nos problèmes par l'exemple. Parce que j'étais un piètre mathématicien, mes camarades du lycée d'Ossam, mais j'avais retenu au moins une chose, qu'on règle un problème soit par comparaison, soit par substitution, soit par addition. J'ai jamais oublié ça. Ici, on peut voir la comparaison. On aime toujours dire, quand il y a un problème, on dit oui, dans tel pays, il y a eu ceci, oui, dans tel pays, d'accord. Prenons les financements, les ressources pérennes des autres chambres de commerce. On aime bien citer la France. En France, tous les aéroports et ports sont gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Renseignez-vous. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ça ne peut pas être le cas chez nous? Parce que c'est politisé, d'accord, soit. Mais pourquoi on ne peut pas dire, par comparaison, si la France que nous aimons citer a confié la gestion des ports et des aéroports aux chambres de commerce et d'industrie, au moins, dans les recettes des aéroports et des ports, qu'on donne peut-être chaque mois 10% des recettes. Il leur reste 90%. Ces gars vont beaucoup travailler. Vous allez voir, ils vont faire un boulot spectaculaire dans l'intérêt de notre pays. Il y a bien d'autres choses. Je suis là sur les recettes pérennes, indépendamment des recettes budgétaires, où l'État doit non plus donner des subventions, mais dire que la Chambre de commerce a un budget de temps, parce que la Chambre de commerce a des missions souveraines, des missions régaliennes. Allons plus loin. On vient de créer une taxe de 0,2% sur les transferts de ci et de ça, par voie électronique. Mais je crois que, moi je me disais à l'origine qu'on allait donner ce montant, au moins 50% de ce montant, à la Chambre de commerce et d'industrie pour se déployer. Parce que l'État a d'autres possibilités d'avoir beaucoup plus d'argent ailleurs que sur ces petites choses-là. Je pense donc que s'il y avait une volonté politique, ce n'est pas la recherche des ressources pérennes de la Chambre de commerce qui est le bras séculier de l'État, je répète, en matière économique. Vous ne pouvez pas être un pays sans tissu économique d'envergure. Vous ne pouvez pas être un pays qui vit l'émergence si vous n'avez pas d'ambition. Et l'ambition, c'est d'abord la capacité qu'un État a de donner à ses conseillers institutionnels les moyens de leur politique.
les moyens de leur être utile, de lui être utile. Nous en sommes très éloignés, il me semble. Mais je crois qu'il n'est pas tard. Il faut faire ce plaidoyer. Parce que de toute façon, en caporalisant les moyens financiers au sein des ministères qui auraient dû servir à la Chambre de commerce, on n'aide pas le Cameroun. Absolument. Mais je crois qu'il faut qu'on commence à aider notre pays. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de dire qu'il faut que notre pays se développe? Moi, je dis que notre pays mérite d'être développé. Nous sommes le poumon de l'Afrique centrale aujourd'hui en matière économique. Mais comment d'autres pays, en certains secteurs, peuvent nous dépasser? Comme par exemple dans le financement des chambres consulaires. C'est de mon point de vue de la sorcellerie. Alors, vous allez certainement ajouter, mais je voudrais, il nous reste pratiquement une vingtaine de minutes. Je voudrais, maintenant qu'on jette un peu les jalons de l'avenir. Nous sommes en plein centenaire, en carrefour. Certainement le temps pour vous, en tant que chambre consulaire, de vous asseoir, de regarder ce qui s'est passé, d'essayer d'arrondir les bords pour s'améliorer. Que devient la chambre de commerce de demain? Quelle perspective, quelle projection dans 100 ans? Quelle ambition pour cette chambre? Merci de me passer la parole. Je voudrais quand même rebondir sur ce que disait le professeur Laka tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de confiance. Parce que tout à l'heure, il a donné l'impression que la chambre de commerce était peut-être mal aimée par les pouvoirs publics. Je ne pense pas. La notion de pouvoir public est relative. Il faut y voir les êtres humains, les hommes. J'en venais justement. Parce qu'une institution, quelle qu'elle soit, il a dit, ne vaut que par les hommes chargés de la mettre en œuvre. Je suis d'accord avec vous, j'en venais. C'était pour dire qu'il peut se trouver tout simplement que, à la lumière de ce que je disais tout à l'heure, sur les petites querelles intestines au niveau du patronat, que les individus se jouent d'intérêt et qu'on personnalise ces financements-là. Ce n'est pas impossible, connaissant un peu le contexte camerounais. Donc, si la Chambre de commerce était mal aimée, elle ne serait pas l'institution qui conduit toutes les délégations d'hommes d'affaires quand le chef de l'État se déplace. Et ça, M. Alaka le disait tout à l'heure. Toutes les délégations sont sous la bannière de la Chambre de commerce. Voilà. Maintenant, quel avenir? L'avenir de la Chambre de commerce, au-delà des missions que nous avons énumérées tout à l'heure, passe d'abord par nous-mêmes, au niveau de la Chambre de commerce, engager une réforme profonde pour nous assurer de disposer des ressources pérennes. Vous savez, moi j'aime à citer ça, une entreprise comme la EGS dans le monde entier, elle puise une bonne partie de ses ressources uniquement dans la gestion des magasins dont elle a la charge. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si nous arrivions à mener nos projets dans les ports camerounais et que nous n'étions pas un peu chahutés par les gens qui veulent prendre notre place là-bas et qu'on arrive à construire ces infrastructures-là, nous nous mettrons, je suis persuadé, à l'abri de beaucoup de soucis financiers. Parce que c'est un secteur qui est tellement porteur que nous ne manquons même pas de financement. Et les espaces sont là. Fort heureusement, je pense que le dossier avance très bien. Donc je pense que c'est quelque chose qui va nous sortir une grosse épine du pied. Donc si nous avons des ressources comme celle-là, nous allons nous déployer. J'espère que ceux qui seront ici dans 100 ans avec le prochain Dipita Tongo pour parler de ça, nous citerons les grandes écoles qu'on aura mises en place pour former la jeunesse camerounaise. Nous citerons un certain nombre de projets dans des filières bien précises. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la filière agroalimentaire, mais on peut en multiplier les filières. Vous savez très bien ce que de l'extérieur, on dit du Cameroun. Nous sommes j'ai pas envie de dire que nous faisons des jaloux, mais nous avons des ressources importantes qui peuvent nous permettre de développer des filières rendant notre pays non seulement indépendant sur un certain nombre d'approvisionnements, mais également occuper la jeunesse. Parce que le problème d'emploi est un problème aussi qui est important. Et le président de la Chambre de commerce, ça lui tient à cœur.
Donc, la Chambre de commerce, c'est celle-là, accompagner, avoir la possibilité d'accompagner, et on le fera toujours quand on aura les moyens, d'accompagner les hommes d'affaires pour que la performance, pour que l'excellence soit au bout. Parce que ce n'est que de cette manière-là que dans un environnement concurrentiel, on peut s'en sortir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que beaucoup de secteurs au Cameroun, si on va dans le service, vous prenez la téléphonie, elle n'est pas camerounaise. Vous prenez, qu'est-ce que je veux dire, les banques. Vous savez, attention, j'ai fait un débat ici la semaine dernière, je crois, justement sur les taxes. Mon attention a été attirée sur le fait qu'on dise toujours que la téléphonie n'est pas camerounaise. Pourtant, c'est une entreprise qui a son registre de commerce au Cameroun, qui paye ses activités au Cameroun, qui, bon, c'est un autre débat. Non, c'est un soit dit en passant. La notion de, je pense que M. Alaka, le fiscaliste, peut mieux nous édifier. La notion de le capital extérieur. Oui, de camerounité ne se résume pas qui ne retourne pas dans leur entièreté. Voilà. Je veux dire que les pouvoirs publics ici également. Voilà. Et vous voyez les difficultés que nous avons pour notre balance commerciale. Vous savez très bien ce qui se passe de ce côté-là. Non, je veux dire que quand vous voyez, comparons-nous seulement à l'Afrique de l'Ouest. On a une prise de possession plus importante du patrimoine économique et social et financier des entreprises, il me semble, le professeur Alaka. Donc je pense que je voulais donc sortir par là en disant que dans 100 ans, quand le prochain député convoquera les gens ici, que nous serons capables de présenter un panorama comme celui-là, si tel est le cas, je pense que le travail que nous faisons aujourd'hui, le travail foncier que nous faisons aujourd'hui, aura payé. Voilà mon sentiment. Docteur Folefac, sur les projections. Oui, écoutez, l'historien ne parle pas beaucoup de demain. L'historien essaie de lire les faits. Les faits pour permettre à celui d'aujourd'hui de se faire une petite idée de quoi pourra ressembler demain. C'est ça le rôle de l'historien que je suis. Je peux dire que en ce qui concerne les faits immédiats au sujet de la chambre de commerce ou des institutions consulaires, clairement, prenons sur Amadou Ahidjo pour ne pas beaucoup parler des contemporains. Les tout premiers présidents des chambres consulaires, en l'occurrence par exemple Paul Monté revient au Cameroun sur invitation d'Amadou Ahidjo. Paul Monté, qui est membre du Conseil économique et social à Paris depuis 1947, doit revenir au Cameroun parce qu'Amadou Ahidjo pense avoir en lui quelqu'un qui a une certaine compétence pour mettre en branle l'institution consulaire et pouvoir faire de cette institution un outil d'autonomisation du secteur économique de notre pays. Vous allez observer, ne serait-ce que pour cette période-là, le professeur Alaka l'a dit tantôt, c'est-à-dire que fin 70, début 80, la Chambre de commerce peut avoir des budgets de 40 millions. Milliards, autant pour moi. Cela présage de l'importance qu'on accordait à l'institution à ce moment-là. Vous verrez que Amadou Ahidjo était constamment présent à l'installation des membres de la Chambre de commerce. Amadou Ahidjo venait en personne à Douala, à la Chambre de commerce de Douala, pour l'installation du bureau élu. Il l'a fait en 63, il l'a fait en 68. C'est notre histoire qui nous parle. Maintenant, lorsque nous avons laissé cette période-là, le budget, les facilités, un ensemble de choses, vous pouvez lire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du centenaire. Vous pouvez vous faire une petite idée que ce ne sera pas le Premier ministre, ça c'est sûr, du Cameroun qui viendra pour le centenaire, parce que c'est accessoire. Il n'est pas très sûr même que les ministres de tutelle, c'est-à-dire de finances, la tutelle financière, la tutelle administrative, qui est sans doute le ministre du Commerce, c'est pas très sûr, je ne suis pas convaincu qu'ils viendront ou qu'ils prennent ça véritablement au sérieux, c'est-à-dire que la célébration. Donc, ce sont des faits. L'historien peut, à travers quelques faits, permettre de laisser le soin à chacun de se dire à quoi vont ressembler nos chambres dans 100 ans. Et donc, c'est extrêmement important de voir ces différents aspects et s'interroger sur le rôle
le rôle que nos autorités actuelles voudraient laisser voir de l'institution consulaire au Cameroun aujourd'hui? Pour moi, la solution, il faut dépolitiser la Chambre de commerce et des industries. C'est-à-dire qu'il faut l'arrimer à la nouvelle organisation décentralisée du Cameroun, si les responsables en ont convenance. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un réseau de chambres de commerce. Chaque région devrait avoir sa chambre de commerce, dont l'autonomie serait relative. C'est-à-dire que sur le plan national, on aurait la grande chambre de commerce du Cameroun. Les axes. Voilà. Définir la stratégie. Voilà, et qui va définir les axes, les stratégies, les grosses politiques. Et chaque chambre consulaire de chaque région, d'une autonomie relative, s'entend. Un peu comme la donnée décentralisée de notre État aujourd'hui, puisqu'on parle de région. Donc une chambre consulaire pour chaque région, vraiment autonome, mais d'une autonomie relative. J'insiste dessus parce qu'il faut que l'instance fêtière, qui est la présidence, puisse avoir la main pour donner l'impulsion et autres. Ça va amener beaucoup de choses positives. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une volonté de régionaliser les centres d'incubation et autres. Mais si vous n'avez pas l'institution qui va accueillir tout ça, il y aura un problème. C'est une proposition parce qu'on parle de l'avenir. L'avenir, le Cameroun était un État unitaire, on en a fait un État unitaire décentralisé, mais la Chambre de commerce, c'est une institution unitaire, on peut en faire une institution unitaire décentralisée. Voilà. Je peux rassurer le professeur Laka, nous avons au jour d'aujourd'hui des délégations régionales. Ça, je sais. Ces délégations régionales, j'imagine et je suis presque convaincu que dans le cadre de la mouvance de la décentralisation dans notre pays, vont certainement, demain quand nous aurons 80 millions d'habitants au Cameroun, 50 millions d'habitants, il sera difficile de gérer ça à partir d'une chambre de commerce. Donc je suis tout à fait optimiste sur le fait que l'efficacité, même la recherche de l'efficacité va imposer que ces délégations soient érigées en chambre de commerce régionale. En fonction des spécificités. En fonction des spécificités des régions. Absolument. C'est-à-dire qu'une région, par exemple, un littoral peut avoir une chambre de commerce d'industrie. Voilà, une région peut-être, prenons, je ne sais pas, l'Est, je ne sais pas. Il y aurait des régions pour des chambres de métiers, des régions qui sont plus appropriées aux chambres d'agriculture. Qui auront pour mission d'accentuer ces domaines. Il est évident, sinon il se marcherait sur les plates-bandes, c'est évident, c'est évident. Maintenant, je voudrais également profiter pour dire que, parce que tout à l'heure, le docteur a dit que le président Aïdio, c'est lui qui venait installer les membres du bureau, machin. Bon. Évidemment. C'est un historien. C'est un historien, c'est des faits, et je suis d'accord avec vous. Mais nous étions peut-être 1 million, 2 millions d'habitants et les charges du président n'étaient peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, ce que je peux vous dire, ce n'est pas le politique, c'est pas le politique. Je vais tout simplement dire que, s'il vous plaît, je ne fais pas de la politique, je voulais tout simplement vous donner l'information que aujourd'hui les chambres consulaires sont installées par le ministre des Mines qui assure la tutelle de la Chambre de commerce. C'est quoi, le chef de l'État? S'il vous plaît. Le ministre, là où il est un démembrement, il représente le chef de l'État. La preuve, le 22 décembre, quand nous allons inaugurer le CIP, non seulement il sera là, mais il sera accompagné d'au moins 3 collègues, le ministre des Finances, parce que nous voulons qu'il voie ce qui peut être fait avec les moyens qui peuvent être mis à notre disposition. Le ministre des Finances sera là. Nous aurons un panel de ministres, le MINEPAD, parce que la planification, puisque nous adressons notre démarche, c'est d'aller dans la mise en place des petites PME. Le ministre des petites et moyennes entreprises sera là. Donc je pense pour ma part que sans mettre un bémol par rapport à votre proposition, je pense tout à fait que l'intérêt est toujours là et c'est manifesté par
la présence de ces hautes autorités qui sont les membres du gouvernement. Voilà ce que je voulais ajouter. Avant peut-être le mot de la fin que chacun dira d'un moment à l'autre, je voudrais, Frédéric, prendre quand même les nouvelles de la Kwakwa, ce produit à base de sémoule, de farine. Qu'est-ce qui devient? Disons que ce produit... sémoule de manioc. Manioc. Voilà. Ce produit n'a pas pu connaître, comment j'allais dire, une distribution à large échelle. Mais ce produit, dans le cadre de CIP que nous mettons en place, nous amenons les jeunes à apprendre à produire cela et ils s'en servent certainement pour permettre aux populations, pour les petits métiers, permettre aux populations. Et autres. Voilà, comme voilà, c'est une semoule, c'est une semoule. Ah, d'accord. Parce que on a vu ça en grand, en mettant l'impactage qui était assez moderne et tout. Mais dès le départ, ce positionnement sur le plan marketing ne le prédisposait pas à une grande distribution. Ça, il est clair que c'était pas la démarche. Mais je veux dire que cette expérience nous a permis donc de pouvoir étendre, de pouvoir disséminer, et nous allons le faire à travers toutes les régions, car nous savons que le manioc est un produit très important et très utilisé chez nous. D'accord. Docteur Foulefak, le mot de la fin. Un mot de la fin, simplement souhaiter que, au vu du passé historique extrêmement important de l'institution consulaire camerounaise qui fête son centenaire aujourd'hui, qui devient véritablement une institution séculaire, qu'elle soit davantage prise en compte, parce qu'aujourd'hui, les institutions consulaires parlent au nom de plus de 120 000 entreprises, y compris celles qui sont affiliées dans des organisations patronales comme le JICAM, l'ICAM, MECAM et tout ce qu'on peut citer, Syndustrie CAM, etc. C'est une institution extrêmement importante pour l'environnement économique du Cameroun qui mérite d'être prise en considération ou alors simplement fermée. Professeur Alaka. Oui, mais moi je reviens simplement sur l'histoire. Je ne suis pas historien, mais je me souviens quand même qu'en 1970, le président Aïdjo avait inauguré lui-même le centre de la chambre de commerce de Limbé. Et c'est pour dire que pour le truc qui va avoir y compris la délégation de Garoua. Y compris la délégation. On peut dire que Garoua, c'était chez lui. Non, si c'est au Cameroun. Donc, vraiment, le président Biya pourrait aller dans le sud inaugurer la délégation. Bien sûr. Que cela ne poserait que vraiment. Non, on peut dire qu'il allait en Vomé quand il s'est arrêté. Donc, oui, quand c'est à quand c'est à Libye, on comprend bien qu'il s'est déplacé. Voilà, on comprend bien qu'il s'est déplacé. C'est pour ça que je pense que si c'est le Premier ministre qui venait bientôt inaugurer avec les autres ministres, ce serait encore beaucoup plus valoriser la Chambre de commerce. Et mon dernier mot, c'est que la Chambre de commerce doit être valorisée. Merci. Je fais mienne les doléances que vous avez formulées ici pour que la Chambre de commerce bénéficie d'un financement à sa mesure. Et je voudrais tout simplement vous rassurer que nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous mettons tout en place pour que les missions consulaires qui sont les nôtres, dans le cadre du développement du tissu économique du Cameroun, soient performants. Nous le faisons tous les jours. Je voudrais, pour finir, rassurer le professeur Alaka que quand 4 ou 5 ministres se déplacent, ça veut dire que c'est sous le patronage du Premier ministre. Donc, je vous renvoie la balle pour vous rassurer que c'est placé à un niveau relativement important. Et je vais profiter tout simplement pour remercier au nom de la Chambre de commerce STV de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'échanger un peu autour de cette institution qui va fêter ses 100 ans, qui fête ses 100 ans cette année, en lui souhaitant 100 autres années pour que le Cameroun soit toujours plus fort. Mais je voudrais vous rassurer en vous disant évidemment que voyez-vous, quand on pense à la conception, à la préparation d'une émission comme celle-ci, on a beaucoup d'appréhension. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire autour de la Chambre de commerce en 2 heures? D'autant plus que ce n'est pas un débat, c'est didactique. Mais j'avoue qu'après 2 heures, j'en ai appris. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en faire d'autres pour davantage édifier nos téléspectateurs. Merci. On ressort tout par là. Quelles sont les grandes tendances, les temps forts du cinquantenaire en termes de programme, d'activité? Ben, nous avons commencé depuis le début de l'année, c'est toute l'année, c'est un programme qui s'échelonne sur toute l'année. Nous avons les temps forts, ça va être
par exemple, là, cette inauguration-là, où nous allons mettre le plein phare sur un projet très important pour nous. Nous avons, on a commencé déjà, on a fait une foire industrielle. Ici, nous avons reçu des partenaires venant de différents pays. D'accord. Nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et je pense qu'il y avait un petit projet avec la Chambre d'agriculture, il me semble, hein, parce que nous sommes tous issus du même moule. Absolument. Bref, nous avons jusqu'en décembre, on a une assemblée plénière qui va avoir lieu incessamment. Et également ce pan coopération qu'on aurait pu davantage. Qu'on aurait pu développer et qu'on aura certainement l'occasion de développer. J'ai personnellement couvert un certain nombre d'activités en termes de coopération entre les chambres de commerce. J'ai vu le Maroc, la Turquie venir ici et puis nouer des contacts avec les artisans et commerçants camerounais. Vraiment merci d'être resté ce soir pour parler de cette actualité qui nous semble assez importante, en espérant que les téléspectateurs à la maison en ont appris autant que nous. Voilà, monsieur, merci également d'être resté jusqu'à cette heure sur cette autre édition de Cartes sur table. Mardi prochain, vous en aurez droit à une autre. Bonsoir et à mardi.